J'avais coupé le micro. Effectivement, j'avais coupé le micro. Alors, j'ai besoin juste de monter ça là. Voilà. Là, normalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer qu'on m'entend bien quelque part? Vous aurez noté que j'ai changé un tout petit peu mon setup par rapport à hier. Voilà, là peut-être un peu mieux le micro. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a personne? On m'entend. Cool. Et ben dans ce cas-là, si on m'entend, on va commencer tout de suite. Alors ce soir au programme, il y a non pas une mais deux lectures. La première, c'est le premier chapitre d'un conte qui paraîtra normalement à Noël prochain, de Vicky Saint-Ange. C'est un calendrier de l'Avent et donc c'est une romance de Noël. Voilà, ça va être chouette. Premier chapitre, j'ai prélu le premier chapitre tout à l'heure pour savoir un petit peu à quoi m'attendre, non pas en termes de contenu d'histoire, mais en termes de narration pour pas trop bafouiller. Et la deuxième lecture, ça sera le premier chapitre de Funèbre tendresse d'Agathe Roméo. Agathe Roméo qui est aussi une de nos célèbres nanoteuses. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai Curti qui est assise devant moi et qui me fixe. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Tu t'installes toi aussi pour l'histoire? C'est Père Castor. Allez, Père Castor, raconte-nous une histoire. J'espère que la musique en fond sonore ne gêne pas. J'aime bien toujours avoir un peu de musique en fond sonore. Je vais essayer de la baisser un petit poil plus peut-être. 2% de volume, ça sert plus à rien. Là, moi ça me fait un tout petit fond. Et je suis bien, je suis parée. Donc c'est parti pour la première lecture. La première lecture, c'est donc le premier chapitre de Calendrier de l'Avent de Vicky Saint-Ange. Et évidemment, on commence par le premier jour du calendrier de l'Avent, qui est le 1er décembre. 1er décembre. Jérôme se laissa tomber sur une chaise épuisé. La journée avait commencé sur les chapeaux de roue quand sa mère lui avait demandé de passer. Elle lui avait assuré que c'était important. Il aurait dû se méfier. La dernière fois où elle lui avait dit cela, il avait dû réinstaller complètement son ordinateur, son imprimante et la box internet à quelques minutes d'une réunion essentielle. Selon ses dires. C'était en réalité une réunion de son club de lecture et elle avait besoin d'imprimer les nouvelles cartes d'adhérentes. Il avait compris qu'il y avait un traquenard dès qu'il avait vu toutes les dames du comité dans le salon de sa mère. Toute la ville les évitait à cette période. Elle recrutait d'une façon assez agressive quand arrivait le mois de décembre. Jérôme avait surveillé l'emploi du temps maternel pour éviter la discussion qui ne manquerait certainement pas d'avoir lieu dans le cas contraire. « Mon chéri, assieds-toi, je t'ai fait du café !» Sa mère parlait pour combler le silence. C'était typique de... « Natacha !» l'avait alors interrompu l'une des femmes présentes. « Il va s'occuper de Martin. » Jérôme avait su à ce moment très précis qu'il était perdu. Il venait officiellement d'être embauché par le comité, sans aucune possibilité de refuser. La tradition à Noëlbourg était de réaliser des vœux. Enfin, il y en avait d'autres, mais celle qui l'inquiétait était celle-ci. Tous les habitants pouvaient déposer un souhait dans la boîte, avec leur nom et un court questionnaire pour comprendre au mieux ce qu'ils désiraient. Après, celles que l'on appelait les dames du comité, la présence d'un certain nombre d'hommes dans leur rang ne changeait rien à ce nom, se répartissaient les différentes demandes et celles-ci étaient réalisées d'ici le soir du réveillon de Noël. En échange, les récipiendaires devaient participer aux différentes collectes de fonds du mois. Celles-ci étaient à destination des 2 œuvres de charité choisies pour l'année, quand d'autres finançaient les vœux. Tous les enfants de Noëlbourg connaissaient cette tradition et avaient déposé au fil des ans des demandes. Jérôme avait pour sa part arrêté très tôt, quand il avait compris qu'il se ferait finalement embaucher par sa mère. Depuis ses 16 ans, il avait tout fait pour ne pas être concerné. Il était préposé au montage et démontage de décors,
de scènes, de cabanes à bière, mais pour le reste, la réponse était non. Comme ce qu'il avait prévu de répondre à l'instant. Martin est le plus sympathique des hommes. Il est charmant, bien élevé, attentionné et ne demande qu'une chose, de la compagnie pour aller au restaurant de temps en temps. Comment est-ce que tu ne pourrais pas vouloir réaliser son rêve, Jérôme ? La fin était suffisamment accusatrice pour qu'il se sente mal. En effet, ce n'était pas une demande excessive, contrairement aux fois où sa mère avait dû entraîner une enfant lancée de javelot, faire venir en secret des grands-parents, ou encore obtenir des places à l'opéra Casse-Noisette pour la veille de Noël à l'Opéra Garnier à Paris. Tu n'aurais qu'à venir avec ta bonne humeur et des anecdotes pour passer le temps. En plus, connaissant Martin, ce sera de très bons restaurants, avait alors ajouté sa mère comme si cela résolvait tout. Elle n'avait pas tout à fait tort. C'était compatible avec son emploi du temps et ce n'était pas la demande la plus compliquée ni la plus pénible à réaliser. Où est l'arnaque ? Parce qu'il y en a forcément une si personne n'a accepté ce vœu parmi vous. Sa mère participait depuis trop longtemps pour qu'il ignore ce genre de détails. Il n'y en a aucune, c'est juste une demande tardive et nous étions déjà toutes et tous engagés. Il nous faut recruter pour cette année une personne supplémentaire et c'est comme cela que j'ai pensé à toi. C'est une mission qui tirait comme un gant. Un gentleman avec des rendez-vous au restaurant, que demander de plus ? Jérôme aurait certainement bien des choses à dire sur l'enchaînement logique de tout cela et sur l'air mal à l'aise d'une des acolytes de sa mère. Pourtant, en bientôt 35 années à vivre avec elle, enfin pas exactement avec elle, même s'il résidait à 5 minutes, il avait pris une chose. Il n'était pas nécessaire de trop discuter. Elle était décidée à le caser pour l'année à venir ? Soit. Dans le pire des cas, Martin serait un affreux bonhomme, ou pire, pas intéressé par les hommes et l'affaire serait réglée. Dans le meilleur des cas, il passerait quelques soirées agréables, aurait un nouveau plan cul, voire un petit ami. Qu'importe qu'il ait le sentiment diffus qu'il allait se faire arnaquer. C'était du moins ce qu'il s'était dit, jusqu'au moment où il s'était rendu à la soirée de lancement de la campagne des vœux. Il y avait encore plus de monde que dans ses souvenirs. Il n'était plus venu depuis son dernier vœu, adolescent. La mort de son père avait eu beau le faire revenir à Noëlbourg à la fin de ses études. Il n'avait plus eu envie d'y participer. Il le reconnaissait rarement, mais c'était son décès plus que le risque d'être employé par sa mère qui avait précipité sa décision. Résultat, voir la salle des fêtes décorée ainsi lui faisait un coup au cœur. Malgré les années, il revoyait ses parents décorer la pièce avec d'autres bénévoles pendant qu'il finissait ses devoirs. À l'époque, il y avait moins d'hommes. Ils étaient toujours rares à participer à plein temps, même s'il y avait du mieux. Et la présence de son père était bienvenue pour apprendre à se servir d'une perceuse ou d'autres outils. Certaines trouvaient cela charmant qu'il leur enseigne à devenir autonome, quand d'autres trouvaient qu'elles perdaient leur temps et qu'ils pourraient le faire directement. Qu'il arrive en retard à la soirée de lancement n'était pas en soi un drame, même si le nombre d'appels manqués et de textos de sa mère entre l'heure d'ouverture et son arrivée tendait à dire le contraire. La présence d'une de ces dames du comité à l'entrée semblait aller dans le même sens. À sa plus grande horreur, elle paraissait l'attendre de pied ferme. « Mon garçon !» commença-t-elle, agitant un dossier d'une main, lui faisant signe de l'autre. Jérôme aurait certainement dû savoir son nom. Elle participait au comité depuis des années et était souvent chez sa mère de fête. Elle n'était pas désagréable, mais avait une fâcheuse manie de le regarder comme s'il prévoyait de faire une bêtise. Cela le rendait invariablement nerveux. Peut-être était-ce parce qu'elle lui rappelait sa propre grand-mère. Cette dernière n'avait rien de tendre, même si elle aimait tous ses petits-enfants. Autre génération, autre mœurs. « Je dois... » »« Non, vous ne devez rien. Je vais m'occuper de Martin à votre place. » Ce n'était pas une question, ni même une proposition. « Ma mère... » »« Rien. Je m'arrangerai avec elle. Vous allez vous occuper de la demande de Nicolas. Ça vous ira très bien vu votre dilettantisme et je m'occuperai de Martin. Cela a besoin de bien plus de doigté que ce dont vous êtes capable. Regardez, vous n'aviez qu'une chose à faire ce soir. » Son chignon blanc oscillait de droite à gauche, au rythme de ses hochements de tête. Difficile de savoir si c'était plus pour le convaincre lui ou elle. Pourtant, vous êtes arrivé avec plus de 20 minutes de retard. Heureusement que j'ai pris les choses en main. J'ai vu Martin, je vous ai excusé auprès de Nicolas. Mon garçon, vous filez du mauvais coton et cela ne peut plus durer. Je ne peux réellement pas vous laisser arriver en retard, encore et encore, lors de vos rendez-vous avec Martin. C'était 21 minutes et il avait définitivement une bonne excuse. Avant ce matin, il ne savait pas qu'il était attendu. Alors son emploi du temps professionnel n'était pas adapté avec une obligation à 18h30. Qui pouvait se libérer aussitôt en semaine ? Hormis les femmes du comité, bien sûr.
Je suis ravie que nous soyons d'accord, continua-t-elle en lui fourrant dans les mains le dossier. Sans un mot de plus, elle s'éloigna, reprenant le bras d'un homme de son âge. Jérôme secoua la tête. Dans quoi s'était-il fourré ? Il aurait dû dire non dès ce matin, même si la perspective de bons repas avec un charmant jeune homme était attrayante. Cela faisait trop longtemps qu'il n'avait pas été en couple pour que cela l'attire autant. Sa mère allait être déçue que son rendez-vous arrangé tombe à l'eau. Vous savez qui est avec... Il allait vraiment falloir qu'il trouve son nom. Madame Vandard ? Jérôme hocha la tête sans conviction. Certainement. C'est Martin, ton neveu, répondit sa mère. Oh ! Oh ! Il se pourrait que Madame Vandard n'ait pas été de cet avis et qu'elle ait échangé son vœu avec le mien. Les dames autour d'eux pouffèrent de rire et enchaînèrent sur les paris. Allait-il finir en couple ou non ? Et si oui, combien de temps ? Jérôme secoua la tête, plus amusé qu'autre chose. Puisse son nouveau vœu être simple. Et voilà, c'était le 1er décembre, les aventures de ce pauvre Jérôme, tourmenté par sa mère et les dames du comité avec un rendez-vous arrangé qui finalement n'en est pas un, à moins que, peut-être, on ne sait pas. Bon, avoir lu en avance, ça m'a pas empêché de bafouilla tout du long. On va mettre ça sur le compte qu'on est déjà vendredi soir et que je suis fatiguée. Mais voilà, j'espère, Vicky, avoir fait honneur à ton histoire. En tout cas, tout comme hier avec Elios, j'ai envie de tout lire et de tout savoir et d'avoir l'histoire en entier. Donc j'ai hâte d'être à Noël prochain. Et aussi, coucou Méliluche, puisque tu es arrivée pendant que je lisais et je me suis pas interrompue pour te faire coucou. Mais voilà, je pense que nous avons en live les retours de Vicky qui m'envoie un message et qui dit Hi. Donc j'espère que c'est un cri de joie. Voilà. En tout cas, ouais, c'est voilà, ça m'a beaucoup plu à lire et j'ai hâte de savoir la suite des aventures de Jérôme et de sa romance et de qui sera l'élu de son cœur. Alors, il est 14, ça veut dire que j'imagine bien Vicky faire ni en live. T'imagines ? Alors, on va passer du coup à Funèbre tendresse. Alors, attendez, voilà. C'est-à-dire que mon ordinateur est posé sur un plateau qui est lui-même posé sur l'accoudoir de ma chaise de bureau qui roule et tourne sur elle-même. Donc c'est assez aventureux comme setup. Mais j'ai trouvé ça cool d'être un peu moins près de la caméra. Non, mon ordinateur n'est pas posé sur Curti. Curti est installé entre mes jambes comme d'habitude sur le canapé. C'est pour ça que là, quand vous voyez mon bras faire ça, là, en fait, je gratouille Curti. Voilà. Je fais des papouilles. Et elle ronronne à bloc. Voilà, elle est contente. Et donc, on va passer à Funèbre tendresse. Et j'ai pas regardé la longueur des chapitres, je me rappelle pas. Et ben en fait, on va lire, je pense. L'introduction, c'est court, je vérifie. Je pense qu'on a le temps pour l'introduction et le chapitre 1. Comme hier avec Elios. Donc, si on est prêt et prête, et d'ailleurs, coucou la mégarette, je t'avais pas dit coucou non plus. Voilà. Le chat veut encore de la lecture. Ça, c'est le chat de l'autrice. Et ben écoute, vos souhaits sont exaucés. Voilà, maintenant, il va falloir que je trouve ce que je lis demain. Donc, s'il y en a parmi vous à qui ça a donné envie que je lise vos histoires, vous avez encore tout demain. Tout ce soir et demain pour m'envoyer des extraits. Et là, je vais pouvoir m'installer un peu plus confortablement pour lire puisque j'ai pas besoin de regarder sur mon écran parce que j'ai directement le livre. Je l'ai acheté avec mes sous durement gagnés. Et donc, pour celles et ceux qui sont dans la communauté du Nano, vous savez que Agathe, c'est notre Flora chérie, notre Flora adorée. Voilà, c'est parti.
parti pour Funèbre tendresse. Alors il y a une petite dédicace d'abord, on va dire la dédicace. Pour la Dame Blanche d'Ichou, pour Pauline et ses passagères qui étaient avec moi au moment de cette rencontre. Est-ce que mon micro il est un peu trop loin? Est-ce que là c'est bien? Là ça a l'air bien. Introduction. Grâce à la clarté exceptionnelle de cette nuit, mes yeux pouvaient suivre le tracé goudronneux de la D74 au-delà des collines, vers un bois si dense qu'il semblait absorber les rayons de la lune. Je déambulais sans lanterne, sans la moindre lumière artificielle pour éclairer mes pas, guidé seulement par les astres et par mes souvenirs. Un silence inhabituel, altéré par le grésillement lointain d'une ligne à haute tension, accompagnait ma marche. Il devait être à peu près 2 heures du matin, mais je n'avais pas de montre pour m'en assurer. Comme personne ne m'attendait avant le lever du jour, je ne me pressais pas et savourais à ma manière cette promenade solitaire. Ma première idée était de m'arrêter à l'orée du bois, mais la borne kilométrique 40 me fit changer d'avis. Jugeant qu'une pierre en valait une autre, je traversai les herbes sauvages et allai m'asseoir sur ce vestige du passé. Je n'étais pas fatiguée, mais j'estimais que j'avais assez marché. La nuit et la campagne étaient belles. Je ne sentais pas le froid et savais qu'un véhicule viendrait à ma rencontre tôt ou tard. Il ne me restait qu'à attendre. C'était dans mes cordes. Être seule avec mes pensées ne m'avait jamais dérangée, bien au contraire. Une musique rythmée et un bruit de moteur me tirèrent assez vite de mes rêveries. Les phares d'une voiture venaient de crever l'obscurité, à moins d'1 kilomètre de moi. Comme ils suivaient la direction que je comptais prendre, je me levai et me postai au bord de la départementale pour être certaine que le conducteur me verrait. C'était une voiture blanche, transformée en boîte de nuit sur roues si j'en croyais les battements et les vociférations qui s'échappaient de l'habitacle. Je distinguais 2 jeunes gens à l'avant et un autre passager à l'arrière, à moitié caché par les sièges. Ils roulaient clairement au-dessus des limites autorisées. Un carrosse de rêve pour une Cendrillon comme moi. Je les observais avec une attention accrue, immobile, bien droite dans ma robe à défaut de pouvoir l'être dans mes bottes. Comme la Cendrillon des contes, je me passais de chaussures. Contre toute attente, ils ralentirent à mon approche et s'arrêtèrent à une distance raisonnable de mes orteils. Une seconde plus tard, la fenêtre du passager avant descendait pour laisser sortir un coude, une main armée d'une bière et une tête hirsute. « Oh, mademoiselle, c'est pas prudent de se balader sans gilet jaune, hein » beugla-t-il. « Je sais que c'est moche, mais c'est pour votre sécurité. » On me l'avait jamais faite, celle-là. À vrai dire, je ne savais pas ce qui m'interloquait plus entre son mademoiselle, grossier, son allusion aux affreux gilets fluo et sa petite leçon de sécurité routière. Estomaqué, je jetai un coup d'œil au conducteur et constatai avec surprise qu'il avait les 2 mains sur le volant. Sa propre bouteille devait être calée entre ses genoux. « On peut vous déposer quelque part » s'enquit-il d'une voix assez forte pour couvrir sa musique de sauvage. Sobre, je lui donnai le nom d'une bourgade plantée au bord de la départementale. Sans surprise, c'était sur leur route. La personne assise à l'arrière, une jeune femme vêtue de noir, déverrouilla la portière et se poussa pour s'installer derrière le conducteur. Sans un mot supplémentaire, sans un merci, je pris place à bord du véhicule. « Hey !» claironna ma nouvelle compagne de voyage avec un accent que je ne reconnus pas. « C'est quoi ton nom ?»« Lucie. » Comme les autres occupants de la voiture, je délaissai la ceinture. Nous reprîmes la route, tandis que ma voisine continuait son petit interrogatoire. « So cool ta robe, où est-ce que tu l'as eue ?» C'est un modèle unique. Elle chercha ensuite à savoir d'où je venais, mais je feignis de ne pas l'entendre, ce qui n'était pas compliqué. Les enceintes continuaient à battre la mesure et à hurler des paroles de plus en plus incompréhensibles. Noyée dans les grésillements. « C'est quoi ton problème ?» s'indigna ma compagne de voyage. « Tu me snobs ?» Exactement. Sa petite vie ne m'intéressait pas, je ne comptais pas raconter la mienne et j'avais besoin de concentration. Sans me soucier de ses récriminations, j'inclinai un peu la tête pour voir le tableau de bord. Nous étions censés rouler à 70, mais l'aiguille du compteur dansait avec le 120. « Putain, il déconne ton autoradio !» grogna le passager avant. « Cogne pas dessus, on voit bien que c'est pas ta caisse. Ça doit être le disque, t'as qu'à en mettre un autre. » Le buveur de bière s'empressa d'ouvrir la boîte à gants, à la recherche d'un autre CD. Son ami tenait toujours le volant à 2 mains, mais il continuait aussi à appuyer sur l'accélérateur. Nous venions de nous enfoncer dans les bois, et les troncs d'arbres défilaient désormais à un rythme effrayant de chaque côté de la route.
Nous nous approchions du virage le plus dangereux de la départementale, bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Il était temps que je leur dise de s'arrêter. Sans parler d'une éventuelle sortie de route, nous mordions allègrement la ligne centrale. Je ne donnais pas cher de la peau de mes 3 nouveaux amis si nous croisions une voiture roulant en sens inverse. Ça ne changeait rien pour moi. J'étais déjà morte, et personne ne rencontrait la Camargue de 2 fois. C'était l'introduction. Ouh. Et donc, vous voyez, les chapitres dans le livre, ils ont des jolis par là, design à chaque fois. Et donc, maintenant que l'introduction est lue, nous avons le temps de passer au chapitre 1. Lucie, la dame blanche de compagnie. C'est très joli, j'aime beaucoup l'esthétique du livre et j'aime beaucoup l'histoire. Comme souvent, je terminais ma nuit dans un entre-deux brumeux, un monde de silence aux contours indistincts. J'y surnageais comme dans un rêve. Seule au milieu de nulle part, engourdie comme une personne qui glisse vers le sommeil, je me retrouvais débarrassée du poids de mes sentiments et de mes tracas. C'était toujours déconcertant, mais jamais désagréable. J'étais incapable d'évaluer le temps passé dans cet état. Ce qui me semblait une minute pouvait être 1 heure, quelques jours ou, plus rarement, plusieurs semaines. Certains fantômes végétaient des mois, voire des années, dans cette bulle déconnectée de tout le reste, mais ce n'était pas dans mes habitudes. Au lieu de me laisser envahir par la langueur, je me concentrais sur la maison que je hantais pour reposer les pieds sur terre. Peu à peu, de grandes formes sombres se dessinèrent derrière le rideau de brouillard. Je reconnus l'horloge comptoise et les premières marches de l'escalier, encadrées par les lourdes rambardes en bois sculptés. Les couleurs vives des portraits de famille attirèrent mon œil, tandis que la nappe vaporeuse s'effilochait entre mes chevilles, révélant les dalles du hall d'entrée. J'entendais une voix vibrer, mais ne pouvais pas identifier les mots qu'elle prononçait, ni son propriétaire, comme si nous étions séparés par plusieurs mètres de muraille. « Tilda ! Guenièvre, déjà ? Quelle heure était-il ? » Je pivotai vers l'horloge qui indiquait 7h30. Ce mouvement chassa les dernières volutes des limbes et m'ancra à nouveau dans le monde des vivants. J'avais récupéré un semblant de corps. « Mathilda !» Elle se trompait 9 fois sur 10. À ce rythme, j'allais oublier que je m'appelais Lucie. Je lissais machinalement le dessus de ma robe et me dirigeais vers le salon sans traîner. Je n'étais pas en avance. « Je suis là, j'arrive !» Elle était assise dans son fauteuil élimé, comme tous les matins, canne sur l'accoudoir, plaide sur les genoux. C'était là qu'elle prenait son petit déjeuner, près du poêle et de ses livres adorés, dans la lumière du jour. Elle était seule d'ordinaire, mais, ce matin-là, mes yeux découvrirent un invité, installé sur une des chaises rembourrées. Je connaissais très bien cette casquette plate d'un autre âge, cet air à la Gavroche, ce sourire mutin. Je me composais un air sévère et calais un poing sur ma hanche, tandis que Guenièvre me dictait joyeusement la suite des opérations. « Vous avez vu, mon petit Edmond est venu me rendre visite. Si vous lui ameniez quelques toasts en plus de mes tartines et de mon café. » Cette idée me semble excellente, madame. Le mieux serait qu'Edmond me suive en cuisine pour me montrer la confiture qu'il veut. Je pliai l'index à 2 reprises pour appeler mon cher ami Gaston. Il avait assez de bon sens pour obéir sans discussion. Nous quittâmes le salon ensemble, traversâmes le beau hall d'entrée, puis passâmes d'un même pas à travers le mur qui nous séparait de la cuisine. Là, mon camarade m'adressa un coup d'œil amusé. Les mains enfoncées dans les poches de sa veste mal boutonnée, sourire aux lèvres, il paraissait très jeune, presque enfantin, malgré sa silhouette dégingandée d'adolescent. « Elle est de plus en plus toquée, la vioque, dis-moi. » N'oublie pas que Guenièvre a de plus en plus d'années au compteur. Il est rare de dépasser le cap des 90 ans sans dommage. Est-ce que tu es là depuis longtemps ? Plus 1 heure, peut-être. On est quel jour ? Dimanche. Et je peux savoir pourquoi tu traînes dans le coin un dimanche de bon matin ? Figure-toi que j'ai vu tes 3 derniers clients de la nuit. J'essayais de ne pas sourire, mais c'était perdu d'avance. Ils avaient quelle tête ? La tête de 3 gus qui ont pris une dame blanche en stop. Ma Lucie, tu leur as foutu une de ces pétoches. Ils l'avaient bien cherché. Ils roulaient si vite que j'ai eu peur qu'ils aillent embrasser un arbre après mon départ. Ils avaient l'air secoués, mais entiers, t'en fais pas. Je ne m'en fais pas. Je m'inquiétais davantage pour le petit déjeuner que pour eux en cet instant.
Sans prendre la peine de relancer la conversation, je sortis le beurre du réfrigérateur, puis tendis une main vers la cafetière, sous le regard un peu dubitatif de Gaston. T'es pas trop claqué ? Un peu lasse, si. Les activités de la nuit m'avaient drainé beaucoup d'énergie et m'obligeaient à me concentrer pour ne pas passer au travers des objets que je souhaitais saisir. Je me consacrais donc à la préparation du café au lieu de répondre à la question. J'ai du mal à piger pourquoi tu te donnes tant de mal pour cette vioque. Guenièvre a besoin de moi pour ces choses-là. Elle n'a plus toute sa tête, mais elle est assez lucide pour rester à distance des fourneaux. Une part d'elle doit savoir qu'une cafetière ou une casserole mise sur le feu y restera jusqu'à ce qu'un incendie se déclenche. Elle a pas quelqu'un pour ça en dehors de toi ? Cette grosse bonne femme là, son nom m'échappe. Elle vient moins de 2 heures par jour. C'est assez pour que Guenièvre ne dépérisse pas, mais elle mérite qu'on s'occupe davantage d'elle. J'essayais d'attraper un couteau, mais le manche de nacre me glissait à chaque fois entre les doigts. Ou plus exactement, à travers les doigts. Au lieu de me fatiguer avec tes questions, tu veux pas lui beurrer ses tartines ? Demandai-je. Tu m'as l'air frais comme un gardon, ce ne sera pas grand-chose pour un esprit frappeur aussi habile et vigoureux que toi. La lèche, ça marche pas sur moi, tu sais. Il s'assit pourtant sur une chaise et s'attaqua à la corvée, les coudes sur la table, une tranche de pain dans une main et un couteau à beurre dans l'autre. Brave petit. Soulagé, je focusais mon attention et mes forces sur le café, tandis que Gaston empilait consciencieusement les tartines sur une assiette. Grâce à son aide, le plateau du petit déjeuner fut prêt dans un délai qui me sembla raisonnable. Je sais que tu es venu glaner des détails sur les événements de la nuit, mais c'est moi qui vais poser les premières questions si tu veux bien. Où est-ce que tu as vu les témoins de mon apparition ? Tu étais en maraude ? Je menais les gosses au square, c'était hyper calme, aucune loupiote aux fenêtres, pas un kleps dans la rue. Alors j'ai tout de suite visé la bagnole de tes 3 victimes. Le conducteur semblait super choqué, mais c'était rien à côté de ses 2 potes. Eux, ils étaient carrément hystériques, ils hurlaient les mêmes phrases en boucle, ils causaient de la beuh, de la binouse, de la mort, de toi. Comme quoi tu leur avais gueulé de ralentir avant de disparaître d'un coup, qu'ils l'avaient tous entendu, qu'ils t'avaient tous vu avant que tu te casses sans ouvrir la porte. La légende de la Dame Blanche dans toute sa splendeur, hein. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Que je leur chante une petite balade des temps jadis pendant que nous roulions à tombeau ouvert sur la département ? Simple constat, ma belle. En tout cas, ils ont réussi à s'arrêter avant de se taper un arbre, un poteau ou une sortie de virage, et ils ont pu rentrer au percail vaille que vaille. La fille pense que t'as un mauvais passage, qu'elle va mourir bientôt, blablabla. L'un des 2 gars lui a dit que c'était des conneries, que t'étais trop jolie pour être mauvaise. Je levai les yeux au ciel. Un sourire matois incurva les lèvres de Gaston. Je dois reconnaître qu'il y a des fantômes plus moches que toi dans le coin. Tu penses à toi, n'est-ce pas ? Je te laisse le plaisir d'apparaître et de disparaître, beauté. Moi, on peut m'entendre, mais on me voit jamais. Sauf Guenièvre. Elle triche, elle doit être myope comme une foutue taupe, mais son 3e œil est toujours bien ouvert. C'est une voyante très puissante. Et complètement gâteuse, mais assez par-delà d'elle, file-moi plutôt tous les détails croustillants de ta virée nocturne. Je suis navrée de te décevoir, mais il n'y a pas grand-chose à ajouter. J'ai juste fait mon travail de dame blanche. Ces 3 jeunes gens devaient sortir de soirée, le passager à l'avant et la demoiselle carburaient visiblement à la bière. Et même si j'ai un doute concernant le conducteur, je suis prête à parier qu'il avait bu aussi. Les routes de campagne sont si tranquilles en pleine nuit, aucun risque de croiser la maréchaussée. À ton avis, c'est pire ou pas de croiser une morte ? Où êtes-vous ? Tout va bien ? Ma colocataire n'y voyait plus très clair, n'entendait plus certaines fréquences de son et ne parvenait plus à différencier les vivants et les défunts. Mais elle n'avait pas perdu ses poumons dans l'histoire. Même si sa voix était étouffée par les murs épais de la bâtisse, le message avait voyagé sans mal du salon à la cuisine. Je fis signe à Gaston de prendre le plateau. « Tu veux bien le porter pour moi ? Tu serais un amour. » Il grogna pour le principe, mais se plia une nouvelle fois à ma volonté. Tenant son fardeau à 2 mains, il avança vers la sortie. « N'oublie pas que, contrairement à toi, il ne peut pas passer à travers les murs. »« Je peux pas oublier, qu'est-ce que tu crois ?» marmonna-t-il en pivotant à 80 degrés pour se diriger vers la porte. J'ouvris la voie et le ramenai auprès de la maîtresse de maison sans me presser. La voyante nous accueillit avec un sourire et désigna Gaston de son doigt déformé par l'arthrose. « Vous avez vu, Mathilda ? Le petit Edmond est venu me dire bonjour. »« Je vois ça, madame, mais j'ai peur qu'il ne puisse pas rester plus longtemps, » répondis-je imperturbable en montrant un guéridon à mon camarade. Gaston y posa le plateau. Il devenait de plus en plus diaphane, mais notre interlocutrice n'en avait apparemment pas conscience. « Oh, c'est dommage,
s'écria-t-elle avec une énergie inaccoutumée. Tu ne veux pas t'asseoir 5 minutes et prendre le petit déjeuner avec moi? Mathilda peut te faire quelques toasts. Je voudrais bien, mais je dois vraiment y aller. Si je ne te connaissais pas, je pensais que tu n'aimes plus ta grand-mère. Bon, je sais que les jeunes gens ont toujours des tas de choses à faire, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Viens donc m'embrasser. Gaston hésita quelques secondes avant d'enlever poliment sa casquette et d'approcher ses lèvres de la joue que la voyante lui tendait jusqu'à frôler la peau pâle. Un frisson secoua le corps malingre de la vieille dame, mais son sourire s'élargit, éclairant son visage creusé de rides. « Allez, file, galopin, et passe le bonjour à tes parents. Vous devriez venir plus souvent tous les trois. » « Ouais. » Il inclina brièvement la tête en guise de revoir et prit congé sans ajouter un mot. Je le raccompagnai. Devant la grande porte d'entrée, nous nous arrêtâmes pour nous faire à nouveau face. Gaston se gratta le crâne de sa main libre, la mine un peu contrariée. « Je sais que ça me regarde pas, mais ça fait combien de temps que le événement n'est pas passé ? » « On est quel mois ? Octobre. » Je ruminais sa réponse. Nous ne recevions plus le journal depuis plusieurs saisons, ce qui ne m'aidait pas à me tenir à jour sur le calendrier. De quelle année ? 98. 1998. Cette précision n'était pas nécessaire, mais merci tout de même. À ton service. Ils sont venus pour Noël 95. Je m'en souviens parce qu'Edmond a réclamé le cadeau de son premier quart de siècle et qu'il est de 70. C'est pas grand-chose pour toi et moi, mais à l'échelle d'une vie, ça commence à faire un bail, non ? Oui, c'est long, rétorquai-je glacial. Si long que Guenièvre avait oublié que son précieux petit Edmond approchait de la trentaine, et le confondait avec Gaston, qui avait plutôt l'air d'en avoir 14 ou 15. Le dit Gaston se garda de tout commentaire et revissa sa casquette sur son crâne. Comme on parle de Noël, ça te dirait de le fêter chez moi cette année avec les deux petits ? Tu comptes organiser un réveillon de Noël ? C'est pas pour moi, c'est pour les mioches. La petite m'en a parlé hier, elle se demande comment le Père Noël va entrer chez moi vu l'état de la cheminée. Tu devrais lui dire que le barbu en rouge ne passe que pour les enfants sages et bien vivants. Tu t'enlèverais une épine du pied. Sois pas rabat-joie, j'ai pas l'impression de faire plus pour eux que toi pour la vioque. Touché. Qu'attends-tu de moi au juste ? Je ne pense pas être très crédible en Père Noël. Ils continuent à réclamer leur maman, alors je me suis dit... Je ne pus retenir une exclamation indignée. Tu trouves que je ressemble à une mère de famille ? Plus que moi. Je secouai la tête, un peu agacée, et lui donnai raison du bout des lèvres. Je vais y réfléchir. Une dernière chose. La gravité de son ton m'alerta. Quoi donc ? Tu sais, il y a des rumeurs en ville. Je me suis dit que tu voudrais savoir. On raconte comment qu'ils disent ? Qu'un investisseur voudrait récupérer cette maison et le terrain autour. Tu vois le genre ? Ce ne serait pas le premier. Pourquoi celui-là poserait davantage problème que les autres ? L'image de Gaston continuait à perdre de sa consistance. Je voyais s'approcher le moment où il allait tout simplement disparaître sans explication, ce qui m'obligerait à traverser les champs, à pied, pour le rejoindre dans sa maison délabrée. « Faut que tu saches, » répondit-il d'une voix étrangement douce. On chuchote en ville que les Gainey vont se payer une grosse sauterie au manoir. Il paraît que tous les descendants vivants ont ramené leurs fraises. Les deux mômes et la nièce, leurs gosses, les gosses de ceux qu'on clamsait, leur nana, leur mec et tout le tremblement. On dit même que les cousins vont essayer de se taper l'incruste. Ils ne viennent jamais la voir. Quel serait le but de cette réunion, tu peux me le dire ? C'est évident, non ? Tout ce beau monde veut le bien de la matriarche qui ne devrait pas vivre seule dans cette grande baraque avec 90 biches passées. J'accusai le coup en silence. Le temps que je reprenne contenance, mon camarade avait presque disparu. Je pouvais encore sentir sa présence, mais il n'était plus qu'une vague silhouette, à peine plus tangible que la lumière qui traversait les vitres sales. Merci pour cet avertissement. Une seconde plus tard, j'étais seule dans le hall. Je restais immobile devant la porte close, droite comme la justice, envahie de sombres sentiments et d'une envie de revanche qui chassait toute pensée raisonnable. Je m'obligeais à balayer ces émotions dans un soupir et chercher des yeux le cadran de l'horloge. 9h. Guenièvre devait avoir terminé son petit déjeuner. Je regagnai le salon et, pour la deuxième fois de la matinée, m'arrêtai sur le seuil pour embrasser la pièce du regard. Les rideaux de velours, à moitié tirés, masquaient une partie des fenêtres.
mais laisser passer assez de soleil pour extraire de l'ombre tous les détails de la pièce, comme dans certains tableaux de maître. La propriétaire des lieux infusait dans cette lumière palichonne, toujours assise dans son vieux fauteuil, les mains sur son patchwork, les yeux perdus dans son habituelle rêverie. Si seule, si vulnérable, à peine consciente du temps qui passait, et complètement inconsciente des plans ourdis par ses proches. Comme Gaston, je sentais venir le vent du changement, qui emporterait impitoyablement les tableaux anciens, les bibelots et cette femme âgée, qui avait une dame blanche comme unique soutien. Je serrais les poings. C'était trop facile. J'espérais que tous les vautours repartiraient comme ils étaient venus, mais seul l'avenir me dirait si les craintes de Gaston étaient fondées. En attendant, mes tâches habituelles m'attendaient, à commencer par un brin de vaisselle et de rangement. Sans un mot, je ramenais le plateau en cuisine. Après une brève seconde d'hésitation, je le laissais dans l'évier et abandonnais les lieux. Je n'étais pas de celles qui remettaient leur corvée à plus tard, mais la lassitude et mes nouveaux tracas changeaient ma routine. Préoccupée par la réunion présumée des Gaïnés, je me dirigeais vers l'escalier, et plus précisément vers le bureau installé au 2e étage. C'était dans ce bureau que Guenièvre Gaïné avait convoqué un notaire pour rédiger son testament, à l'époque où elle était encore saine et vive d'esprit. Le notable avait quitté les lieux avec le précieux document, mais l'arbre généalogique utilisé pour récapituler les noms de famille était resté dans un tiroir du secrétaire. Je me sentais un peu engourdie, mais ma colère froide me donnait l'énergie nécessaire pour mener ma quête à bien. Comme mes souvenirs me trahissaient rarement, je trouvai assez vite le rouleau que je cherchais et l'étalai sur la table en le lissant du plat de la main. La propriétaire légitime du domaine était l'unique survivante des années 1900 et du siècle précédent. Son père était mort dans les tranchées, 30 ans avant le décès naturel de sa mère. Quelques décennies plus tard, entre 1970 et 1985, elle avait dû dire adieu à son époux, à ses 2 sœurs et à leur mari. Il restait 2 hommes, 2 de ses fils, et une nièce encore en vie sur la branche des enfants nés entre 1920 et 1940. Sur la ligne suivante, 8 garçons et 3 filles se succédaient, comme des petits pois dans leur cosse. Il était très probable qu'une 4e génération ait vu le jour, mais la matriarche n'avait pas été tenue au courant d'autres naissances. Seules ceux et celles qu'elle avait vues au moins une fois avaient été couchées sur son testament. Il y allait avoir du monde au manoir. Tous les bourgeons de l'arbre ne se déplaceraient pas pour voir leurs racines, mais je savais qu'ils seraient bien assez nombreux pour troubler ma tranquillité et me mettre de mauvaise humeur. Un peu grincheuse, je laissais mes pupilles naviguer une nouvelle fois le long des branches. Ma mémoire me permettait d'associer certains noms à des visages, mais beaucoup n'étaient liés qu'à des ombres plus ou moins abstraites. En cet instant, de toute manière, je les mettais tous dans le même panier. Aucun ne trouvait grâce à mes yeux. Il était peu probable que je change d'avis en les voyant passer le seuil de la maison. Bien au contraire. Les dames blanches n'étaient pas censées s'investir dans les histoires des vivants, surtout si loin des routes qu'elles surveillaient, et je ne voyais pas comment m'opposer à leur visite. J'étais capable de rendre de menus services à ma vieille amie Guenièvre, mais je ne pouvais pas me battre au corps à corps, ni lancer des objets volumineux, ni même être visible et audible pour le commun des mortels s'ils ne me prenaient pas en stop. Les plus sensibles détecteraient à peine ma présence. Je pouvais demander à Gaston de mettre un peu d'ambiance dans leur réunion, mais voir des assiettes volées et des meubles trembler le temps d'un repas ne les empêcherait probablement pas de chasser leur aïeul du manoir. Ils risqueraient au contraire d'y voir une raison supplémentaire de l'emmener au loin. Certains revenants se complaisaient dans la vengeance et s'attaquaient directement aux personnes vivantes, mais ce n'était pas mon cas. J'étais une simple messagère, un présage, un avertissement en robe blanche et non une allégorie de la rancune. Le temps me manquait pour partir à la recherche de véritables esprits vengeurs. Il faudrait que j'interroge Gaston. Ce garçon avait des yeux et des oreilles partout, bien au-delà des limites de son modeste fief. Si un autre fantôme entrait dans la danse... Je tendis l'oreille. Le manoir craquait et chuchotait, comme toutes les maisons des siècles passés, mais il respirait la sérénité. Bien campé sur ses fondations, au milieu des champs et des collines, il bordait ses invités dans une atmosphère qui invitait au calme et au recueillement. La maîtresse de maison et moi étions les seuls êtres à peu près conscients dans un rayon assez large, sans compter quelques bêtes sauvages. Nous vivions loin de l'agitation des villes, isolés, coupés de tout ou presque. Nous avions peu de grandes joies, mais ne déplorions aucun drame. Un esprit vengeur changerait radicalement la donne. Il y aurait des cris, de la casse, des accidents, et peut-être des blessés, voire des morts, car ces spectres n'étaient pas réputés pour leur délicatesse. Je me demandais ce que notre manoir en penserait. Est-ce que son ambiance changerait du tout au tout ? Est-ce qu'il deviendrait sombre, oppressant, un lieu maudit pour tous les superstitieux du coin ?
Tant pis, tant mieux. Je détachai mes yeux de l'arbre généalogique et quittai le bureau. Je n'allais pas passer le reste de ce dimanche à blâmer ces imbéciles et ruminer des idées de vengeance. Je devais m'occuper de la maison et de sa propriétaire. La vaisselle m'attendait, mais je décidai de m'y attaquer plus tard dans la journée, une fois mieux reposée et moins susceptible de briser une assiette ou un verre. Je tendis l'oreille. Guenièvre restait silencieuse, ce qui me laissait penser qu'elle s'était endormie. Je la rejoignis pour m'en assurer. Elle ne dormait pas. Elle avait récupéré son tricot et comptait silencieusement les mailles, calme et concentrée. « Vous n'avez besoin de rien, madame ?» demandai-je par acquis de conscience. « Non, non, tout va bien. Vous pouvez vous détendre un peu, je me débrouillerai jusqu'à l'heure du déjeuner. »« Merci, Mathilda. »« Je reste près de vous. Appelez-moi en cas de besoin. » Je pouvais enfin prendre une pause. Je m'effaçais du monde des vivants pour la deuxième fois de la journée, sans le quitter tout à fait. Cette fois, je laissais une petite partie de ma conscience près du poêle, comme les mères qui ne dormaient que d'un œil. Je savais qu'elle sentirait ma présence à ses côtés. Je n'avais plus de chaleur à donner, pas de bras solides pour la serrer contre mon cœur, mais j'avais le mérite d'être là. Une petite veilleuse dans le crépuscule interminable de cette femme. N'était-ce pas mieux que rien ? Et voilà, c'était le premier chapitre. J'ai un petit peu débordé du temps que je m'étais auto-alloué. Mais voilà, je pensais lire un peu plus vite. Et en même temps, si je lis trop vite, d'abord je bafouille beaucoup. et puis on en profite aussi peut-être moins. Voilà, vous avez tout énormément de talent. J'aime tous vos livres, toutes vos histoires et j'espère que vous m'en donnerez encore plus à lire. Je dis pas que ça sera un rendez-vous hyper fréquent. Là, c'était bien pour les nuits de la lecture. On a encore demain soir pour lire un ou deux textes. Ça sera la surprise de qui ou quoi, où ou comment. Si vous écrivez en anglais, vous pouvez aussi me passer. D'ailleurs, j'ai pas de problème pour lire en anglais. Je vais bafouiller 15 fois plus, ça serait rigolo. Mais voilà, c'est bien chouette, dis donc, ça donne envie. Ah bah, c'est aussi le principe de ces petites sessions lecture. C'est aussi un chouette moyen de vous mettre en valeur les uns, les autres. Et voilà, je sais qu'on n'a pas encore tous et tous la chance d'être édité pour celles et celles qui ont envie d'être édités. C'est pas non plus le cas de tout le monde. Mais vous voyez, quand j'ai pas le livre sous la main, un petit Word ou un petit PDF, ça fait son effet et ça permet de faire de la lecture. Voilà. Et j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Pour les gens qui sont sur le Discord du milieu, si vous avez envie de me rejoindre juste après, avec une petite 5 minutes de pause, le temps que je me fasse bouillir de l'eau pour un thé ou quelque chose. On va faire un petit bout de Know What. On va relire et corriger un petit peu, avancer. Voilà, et puis je vais réfléchir à quoi lire demain. Encore une fois, si vous aviez envie de partager des choses à lire, courtes ou longues, ça dépend de chacune d'entre vous. Vous avez jusqu'à demain soir pour m'envoyer des fichiers. Voilà, et tout ce que je pourrais pas lire cette fois, je pourrais toujours le garder pour une autre fois. On pourra envisager de faire de la lecture beaucoup plus courte pour le coin lecture sur Instagram aussi. J'avais fait quelques épisodes avec des extraits très courts. On peut faire des extraits moins courts. Et voilà, Flora, si tu es là ou si tu re-regardes ce replay une autre fois, toutes mes excuses pour ne pas avoir fait les voix aussi bien, très certainement, que tu les avais imaginées. C'est pas forcément facile de retranscrire des accents spécifiques et puis tout simplement
de faire les voix que vous imaginez dans vos têtes quand vous écrivez. Et voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à lire sans bafouiller de partout aussi. Mais c'est pas gagné. Voilà. Et, euh, et voilà. Et ben, est-ce que les gens qui sont encore dans le chat et qui ont la capacité d'écrire dans le chat, est-ce que vous avez des petites choses à dire, Méléluge, la Mécarlate par exemple, ou est-ce qu'on se souhaite une bonne soirée, on se dit peut-être à tout à l'heure, et sinon allez vous reposer, surtout toi Méléluge, va te reposer. Et voilà, pour guérir vite. Et ben merci beaucoup en tout cas, je suis contente que ça vous plaise. Moi j'aime bien l'exercice, je trouve ça fun. J'ai préféré mon setup de ce soir à celui d'hier. C'était plus confortable pour moi et c'était plus confortable pour Curti. Voilà, qui est contente parce qu'elle avait toute la place sur les genoux de maman pour faire des mamours. Et voilà, et moi ça me fait une bouillotte. Ah bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Moi j'ai l'impression que j'ai une patate chaude dans la bouche quand je lis. J'ai l'impression que, attention, TMI, j'ai l'impression que je bave beaucoup, que la salive se produit en masse, comme ça. Mais en tout cas j'aime bien lire à voix haute, je le fais souvent, et dans ma tête, dans tous les cas, même quand je lis pas à voix haute, mais que je lis dans ma tête, j'ai l'impression de faire la même chose en fait, de faire ce même rythme de lecture, de faire les voix, etc. Juste, je déclame pas forcément dans mon appartement. Voilà. Allez, sur ce, si je veux me faire un thé et avoir le temps de lire quelques pages de mon propre nano à moi et d'avancer, il faut que je vous laisse. Donc je vous souhaite une bonne soirée pour les gens qui sont là maintenant, une bonne journée pour les gens qui verraient ce replay en journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, et au plus tard en tout cas à demain soir pour la dernière session de la nuit de la lecture. Et ensuite on verra le programme. Bye bye. Bisous les enfants.